Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, Monsieur Etienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les pourparlers entre les gouvernements congolais et la rébellion du M23 ont repris le vendredi 11 janvier à Kampala, après leur suspension au courant du mois de décembre. Et il semble que les gouvernements et les M23 auraient adopté l'ordre du jour en 4 points. Cela vous semble-t-il une avancée par rapport à cette situation-là? Monsieur Etienne Ngandou, sur cette question, je préfère toujours commencer par faire des mises au point. La première mise au point est la suivante. Quand vous parlez du gouvernement congolais, il est important que vous puissiez toujours comprendre que ce gouvernement-là est un gouvernement illégitime, issu d'un processus électoral frauduleux. Cela aide à mieux comprendre les différentes démarches qu'il entreprend dans la gestion chaotique de notre pays à l'heure actuelle. La deuxième mise au point est que ce gouvernement usurpateur est en train de conduire notre pays vers davantage dans un gouffre où nous aurons beaucoup de mal à pouvoir le tirer. Pourquoi dis-je cela? Le M23 n'est pas un partenaire dialogal à prendre au sérieux, dans la mesure où tous les rapports des experts de l'ONU, mais aussi les rapports des témoins, des citoyens et des citoyennes congolais sur place, ont prouvé que le M23 jouit du soutien du Rwanda et de l'Ouganda, donc de Yoweri Museveni et de Paul Kagame. Dialoguer avec le M23, c'est faire le jeu de Museveni et de Kagame. Et là, je peux déjà vous dire que ce gouvernement usurpateur impliqué dans ce dialogue, qui est un dialogue interne, je vous le rappelle, Monsieur Etienne Ngandou, le M23 est une émanation du CNDP et le CNDP fait partie de la majorité dite présidentielle plusieurs membres à laquelle plusieurs membres de ce gouvernement appartiennent. Donc, ce dialogue interne est une poursuite d'un deal entre toutes les forces de la mort qui veulent à tout prix balkaniser le Congo, c'est-à-dire l'émietter en des petits États faibles et corveillables à merci. Mais M. Mbelou, ces négociations ont été recommandées et encouragées par plusieurs organisations internationales. Monsieur Ngandou, quand vous parlez de plusieurs organisations internationales, vous faites allusion à quoi? N'oubliez pas que je pense à l'Union européenne, qui ont toujours prêché une solution négociée dans cette crise. Même l'Union africaine également semble encourager une solution négociée plutôt que militaire. Monsieur Etienne Ngandou, je ne sais pas si vous avez lu le livre de Charles Onana intitulé Europe, crime et les documents qui accusent, c'est le sous-titre Europe, crime au Congo, les documents qui accusent, il y a un mot du titre qui m'échappe pour le moment, mais je pourrais le trouver. Quand vous parlez de l'Union européenne, n'oubliez pas que c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine. Et quand vous dites que cette Union européenne qui a contribué à la commission des crimes au Congo pour que celui qui est à la tête du Congo aujourd'hui trône là où il est avec l'appui de Paul Kagame, vous me dites que cette Union européenne poursuit le travail qu'elle a entrepris depuis les années 90. Donc, moi je dis,
Nous n'avons pas à suivre ces recommandations qui nous induisent en erreur. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là, et ces organisations internationales-là, ne militent pas pour le bien du Congo. Nous devons toujours nous le dire. Voilà le commentaire que je peux faire à ce niveau-ci de notre échange. Mais dans la délégation du gouvernement de Kinshasa qui se retrouve à Kampala, il y a un certain abbé Apollinaire Malomalo, Oui. présenté comme chef des experts de la délégation de Kinshasa à ces pourparlers. Oui. Eh bien, là, se pose une question. Les fait-il avec l'accord de la SENCO ou est-ce à titre personnel? C'est une question très difficile et très compliquée pour moi. Depuis que l'abbé Apollinaire Malumalu est devenu président de la commission électorale indépendante jusqu'à ce jour, je peux présumer que il fait le travail qu'il fait avec l'accord de son évêque. Il est très rare, à moins qu'un prêtre ne puisse défroquer, il est très rare qu'un prêtre puisse travailler comme il le fait sans qu'il y ait l'aval de son évêque. C'est une supposition, peut-être qu'en essayant d'échanger avec certains confrères de son diocèse, je pourrais vous apporter un peu plus de lumière là-dessus. Mais M. Mbelou, cela pose plusieurs questions. Hein. C'est un secret de polichinelle que M. l'abbé Apollinaire Malomalo a plusieurs proximités avec la mouvance de Joseph Kabila. Est-ce que cela ne pose pas réellement des questions par rapport à la neutralité qu'on veut de l'Église qui serait au milieu du village? Oui, je suis d'accord avec vous que ça pose un problème. Ça pose un problème sérieux. Eh bien, les faits sont là. Nous partons des faits. Il est là, il travaille depuis tout un temps comme ça. Voilà. Ça peut constituer pour certains chrétiens un contre-témoignage, mais les faits sont là, qu'il travaille avec le pouvoir usurpateur en place à Kinshasa. Mais cela ne confirme-t-il pas qu'il y a une sorte il y a des tendances au sein de cette église, ceux qui sont proches du pouvoir, qui seraient avec les responsables de la SENCO et d'autres qui seraient avec le cardinal? Ça témoigne de la diversité des prises de position, des orientations au sein de l'Église, malgré le fait qu'il y a des directives beaucoup plus générales, une ligne de conduite, une éthique sociale édictée par l'Église, mais cela témoigne dans la réalité de la diversité des orientations et des tendances au sein du clergé congolais. Très bien. Toujours sur Kampala, les groupes parlementaires de l'opposition réclament la participation de l'opposition politique congolaise au pourparlers de Kampala en tant que composante. Donc c'est le président du groupe parlementaire du MLC à l'Assemblée nationale de Kinshasa, M. Jean Lucien Mboussa, qui l'a déclaré. On a comme l'impression que dans cette affaire, l'opposition parlementaire ne sait pas ce qu'elle veut, parce qu'au début, elle ne voulait pas y aller. On a fustigé les déplacements de Badibangi et l'autre, l'ancien du MLC. Et maintenant, voilà que cette même opposition parlementaire réclame un strapontin aussi pour elle à Kampala. Monsieur Etienne Ngandou, vous parlez du MLC. D'où vient le MLC? Le MLC est une création de Kampala. Je vous ai dit à plusieurs reprises que, en citant Daniel Mitterrand, je vous ai dit qu'un peuple sans mémoire est un peuple qui ne peut pas être libre. Et j'ai cité la dernière fois Peter Dalscott qui dit que l'étude de l'histoire est l'un des moyens de pouvoir éviter sa répétition. Si vous examinez de plus près les composantes de ce que vous appelez l'opposition parlementaire, vous y retrouvez tous les belligérants, tous ces groupes qui ont été créés par Kampala
et par Kigali. Le MLC est une création de Yoweri Museveni, comme les différents RCD ont été les créations de Paul Kagame avec le CNDP et le M23. Donc, ces messieurs retournent à leurs anciennes amours, ils retournent à leur lieu du crime. Vous voyez, nous sommes en train de vivre là les conséquences du fait que depuis la guerre dite de libération et qui n'a été qu'une guerre de basse intensité et de prédation, il n'y a jamais eu de justice chez nous. Si nous avions eu un tribunal à même de juger tous ces rebelles issus des différents mouvements créés par Kampala et Kigali, la donne politique aurait pu changer. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce sont ces mouvements rebelles qui essaient de trouver un arrangement entre eux pour pouvoir gérer le pays. Et ceux qui n'ont pas pris d'armes sont, dans leur immense majorité, mis à l'écart. Ce sont des signes qui doivent nous interpeller et nous interpeller sérieusement, M. Etienne Ngandou. Mais n'est-ce pas pour ça que Roger Lumbala a intégré les M23? Parce que le seul moyen de se faire entendre au Congo, n'est-ce pas, comme vous le dites, de prendre les armes? Non, non, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus d'ensauvagement très avancé, comme je l'écris de temps en temps. La première grande arme que nous devons prendre, c'est l'arme de l'intelligence. Je ne vois pas beaucoup d'intelligence, et comme je vous le disais la fois passée, il y a un vide de la pensée criant chez nous. Ces gens-là sont en train de tourner en rond. Ils estiment qu'on doit prendre langue avec ceux qui ont pris les armes, mais ils ne vont pas au fond des choses, parce que ceux qui ont pris les armes l'ont fait comme des sous-traitants. Voilà pourquoi la dernière fois je vous disais que ce sont nos compatriotes qui ont osé aller directement causer avec les congressistes américains, par exemple, qui ont compris la chose. Si nous avions une diplomatie un peu plus efficace et un peu plus engagée, nous irions directement traiter avec ces pays qui disent qu'ils ont leurs intérêts économiques chez nous, au lieu de passer par les sous-fifres, ce qui est un gaspillage de temps énorme. Mais comme ce sont les sous-fifres des sous-fifres, comme ce sont les sous-traitants des sous-traitants, et comme ils constituent tout un groupe de criminels économiques, des criminels contre l'humanité, des criminels de guerre qui sont venus chez nous avec cette guerre de basse intensité, ils essayent de se de trouver des accords entre eux pour mieux dépecer l'éléphant Congo. Donc il y a là une question très sérieuse sur laquelle nous devons pouvoir lutter d'abord et avant tout avec l'arme de l'intelligence. Mais pour revenir au cas de Lumbala, moi je me dis, l'expérience des 2 dernières législatures au Congo nous a appris que le pouvoir reste bien au bout du fusil, parce que c'est celui qui les possède qui reste, qui se maintient au pouvoir. On l'a vu en 2006 avec Bemba qui a été chassé de Kinshasa, et 2011 il y a eu le hold-up, ce qu'on appelle hold-up électoral, et c'est celui qui détient les fusils qui conserve le pouvoir. Monsieur Tengandou, vous-même, vous venez de dire que Bemba lui aussi avait l'arme. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? C'est-à-dire que du moment que nous n'arrivons pas à identifier nos véritables adversaires, nos véritables agresseurs et leur mode opérationnel, nous faisons fausse route. Regardez. Et je suis en train de préparer un article qui est pratiquement le résumé de la conférence que j'ai donnée hier en France à Clichy. Et quand nous relisons notre histoire et que nous voyons ce qui s'est passé avec Lumumba et son gouvernement en 60, Lumumba et son gouvernement qui se rendent compte qu'ils sont agressés par une force extérieure qui demande à l'ONU de pouvoir venir au secours. L'ONU vient, elle neutralise le gouvernement Lumumba et traîne chez nous
nous ne sortirons de cette impasse-là qu'avec le coup d'État de Mobutu. Quand on connaît cette histoire-là, on se dit qu'elle est en train de se rejouer et que c'est la même histoire qui se poursuit jusqu'à ce jour. Et ce sont, comme je le disais encore une fois lors de notre dernière émission, ce sont les mêmes acteurs pléniers qui jouent en coulisses. Les Lumbala, les Mwamba, les Mboussa, ce sont des marionnettes, ce sont des acteurs apparents qui sont sur le devant de la scène. Mais malheureusement, nous nous limitons beaucoup plus aux acteurs apparents, nous n'allons pas jusqu'aux acteurs pléniers. C'est ça notre grande erreur. C'est cela qui fait que nous puissions fausser notre lecture de l'histoire. Voilà pourquoi je disais que ceux parmi nous qui ont compris comment et où se joue notre véritable histoire vont directement dialoguer avec les acteurs pléniers. C'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que nous mettre d'accord avec ces acteurs pléniers sur leurs véritables intérêts chez nous nous prendra encore beaucoup de temps parce que ils aiment opérer dans l'ombre. Ils n'aiment pas que nous les sortions de cette ombre pour pouvoir échanger réellement et leur dire de quoi avez-vous besoin, que pouvez-vous nous faire pour que vous ne passiez pas par la mort pour enfin avoir accès à ce que vous recherchez, même si le capitalisme dans sa phase sénile opère toujours à partir de la violence structurelle, mais il y a moyen de faire un pas en allant directement vers les acteurs pléniers. Très bien. Les députés nationaux de l'opposition, Roger Lumbala et Diomi Ndongala, ont perdu leur immunité à l'issue d'un vote organisé le mardi 8 janvier à l'Assemblée nationale. Le procureur général de la République qui avait demandé cette levée d'immunité peut donc les poursuivre, respectivement pour haute trahison et viol sur mineur. Précisons que le mandat de Roger Lumbala a été purement et simplement invalidé et Diomi, quant à lui, il perd son immunité parlementaire. D'abord, un petit commentaire par rapport à la procédure telle qu'elle s'est déroulée, puisqu'une fois de plus, on se rend compte, la majorité mécanique kabyliste au Parlement a fonctionné. Monsieur Etienne Ngando, je vous renvoie à l'éditorial de Monsieur Baudouin Ambawechi sur Congo indépendant. C'est un texte magnifique. Cet éditorial est intitulé Roger Lumbala, ni meilleur, ni pire que Joseph Kabila. Ce procureur général-là nous aurait convaincus si il avait décerné un mandat d'arrêt contre Joseph Kabila. Parce que Joseph Kabila, à plusieurs reprises, a trahi notre pays. Mais, comme c'est du théâtre, il n'y a pas de politique chez nous, monsieur Etienne Ngandou. Vous me parlez des parlementaires de l'opposition. Il n'y a pas de parlementaires de l'opposition chez nous. Nous avons tout simplement un conglomérat d'aventuriers qui a plusieurs couleurs, mais qui essayent de s'arranger pour pouvoir se partager le gâteau aux Congolais. Mais dans ce conglomérat d'aventuriers, ou à côté de ce conglomérat d'aventuriers, il y a par-ci par-là des compatriotes qui essaient tant bien que mal de comprendre le sens de la lutte que nous devons pouvoir mener ensemble. C'est entre autres Diomi Ndongala. Diomi Ndongala s'est battu, il se bat encore, et il a touché du doigt le fonctionnement du système de la mort institué chez nous par celui qui en appelle maintenant à la cohésion nationale. Et Diomi Ndongala devient pour cela un élément gênant. Un élément gênant. Moi, je ne serais pas surpris d'apprendre demain qu'il a été arrêté. On parle de lui en termes de haute trahison, alors que le pays est géré dans son immense majorité, dans une large mesure, par des traîtres qui ont coalisé à plusieurs reprises avec les forces extérieures
pour pouvoir nous détruire, nous tuer, violer nos filles, nos femmes et nos enfants et nos mamans. Donc, il n'y a pas de politique au Congo, Monsieur Tengandou. Il y a un théâtre de chez nous et du business, c'est tout. En dehors de ça, il n'y a pas de politique. Quand vous me parlez des parlementaires, de ceci, de cela, moi j'ai dit, ce sont des termes pour rigoler. Nous devons pouvoir travailler à la renaissance des véritables citoyens congolais et d'une nouvelle classe des citoyens comme il faut dans ce pays-là. Et c'est en train de se faire petit à petit. J'ai foi en l'avenir de ce pays-là, comme le disait déjà Patrice Emery Lumumba en 1960. Mais en fait, le problème dans ces parlements, il ne serait pas cette majorité mécanique des Kabila qui en a fait une caisse de résonance tout simplement? Non, ce n'est même pas une majorité mécanique. On parle de la majorité mécanique là où il y a un début de politique. Mais chez nous, il n'y a même pas un début de politique. Ce sont des gens qui se cooptent, qui se choisissent pour dépêcher l'éléphant au Congo. Donc c'est ce que je vous disais la fois passée, c'est le 1% de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie comprador qui vend notre pays au plus offrant. Et ce ne sont pas des politiciens, ces gens-là, dans leur immense majorité. Et le ministre de l'Intérieur, oui, Richard Mouège, n'a pas attendu, puisqu'il a suspendu les partis de Roger Lumbala, le Rassemblement des Congolais, des Congolais démocrates et nationalistes, sur toute l'étendue du pays. Et il a même expliqué qu'il a entamé une procédure en justice pour la dissolution de ce parti. Est-il allé trop vite ou bien ça vous paraît normal? Mais tout cela, c'est du théâtre. Ce monsieur-là a quelle légitimité politique? Il n'en a pas. Donc, du moment que nous tablons sur la ligne de conduite des gens qui ne jouissent d'aucune légitimité politique, nous sommes à côté de la plaque. Donc, je redis que ces messieurs-là jouent du théâtre, ils font du business. Et le reste, bon, essayons de travailler pour que ils ne puissent plus être là où ils sont en train de faire du théâtre. Très bien. Pour finir, nous allons parler du gynécologue Denis Mukwege, hein, qui s'était exilé en Belgique après la tentative d'assassinat dont il avait été victime en octobre 2012. Une dépêche de l'agence belge Belga annonce qu'il va retourner avec sa famille à Bukavu le lundi 14 janvier. Est-ce le bon moment pour lui d'y retourner maintenant? Bon, je ne crois pas que ce soit réellement le bon moment. Cette partie de notre pays, d'ailleurs comme partout chez nous, on peut être tué à tout moment. Et cette partie est beaucoup plus dangereuse que les autres. Mais le docteur Mukwege dit aimer son travail. Il aime ce qu'il fait et il prend les risques liés à cet amour de son travail. Et là, je pourrais paraphraser Jésus en disant qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Est-ce de l'audace? Est-ce de la témérité ou simplement l'amour pour son travail? Peut-être qu'il est dominé par l'amour pour son travail et il accepte de prendre les risques. Pour revenir au docteur Mukwege lui-même, pendant son séjour ici en Belgique, on l'a vu en compagnie de plusieurs politiciens belges francophones. Et l'impression, certains disent que l'impression qu'ils ont eue, c'est que docteur Mukwege serait-il devenu victime d'une certaine manipulation, puisque on l'a vu s'exprimer sur tous les sujets, même les sujets politiques. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation? Oui, il y a des prises de parole qui m'ont semblé risquées de la part du docteur Mukwege. C'est vrai qu'en tant que médecin, il a donné le meilleur de lui-même pour pouvoir soigner dans la mesure de ses possibilités nos mères, nos sœurs, nos filles,
nos mamans. Mais, et du point de vue politique, il a par-ci par-là pris des positions suffisamment audacieuses. Mais ma petite peur, c'est que le docteur ne puisse être tombé dans un piège. Le piège serait que le docteur se soit affiché avec certains politiciens cités dans la misère, dans la guerre, dans cette guerre de basse intensité que notre pays connaît. Et même les dons dont il bénéficie pour pouvoir faire son travail, à un certain moment, ces dons-là nous interpellent. Comment voulez-vous que les pays cités dans certains rapports de l'ONU comme faisant partie de ceux qui pillent nos matières premières, c'est-à-dire les pays qui, de près ou de loin, financent la rébellion, financent la guerre d'agression et de basse intensité que c'est même chez nous, et quand ces pays-là font des dons humanitaires, ils induisent nos compatriotes, dont le docteur Mukwege, en erreur, dans la mesure où ils redonnent à notre pays le fruit d'une guerre de basse intensité qu'ils soutiennent. Donc, ils se présentent à nous, ils se représentent à nous en philanthropes, alors qu'ils font partie des bourreaux. C'est cette ambiguïté-là. Hein? Je ne dis pas que tout le monde fait partie des bourreaux, mais presque tous ces pays fonctionnent sur fond de la matrice organisationnelle capitaliste qui est à la base de la violence structurelle qui explose de temps en temps chez nous et de manière permanente. Donc c'est cette ambiguïté-là. Comment les bourreaux peuvent-ils à un certain moment se présenter à nous en philanthrope, en dispensant des dons humanitaires, alors que ils peuvent mieux faire en mettant tout simplement fin à la guerre. Les Congolais n'auront pas besoin des dons humanitaires pour pouvoir organiser leur vie chez eux. Ça, c'est d'un de deux. Ce qui arrive au docteur Mukwege devrait nous interpeller, nous, en tant que Congolais. Monsieur Etienne Ngandou, est-ce que vous savez que nous sommes plus de 50 000 en Europe aujourd'hui? Supposons, comme le dit le groupe Epiphanie, que nous devenions capables d'avoir un compte sur lequel nous pouvons mettre à la fin de chaque mois 1 euro. Monsieur Etienne Ngandou, 1 euro fois 50, ça fait 50 000 dollars, 1000 euros par mois. Si nous le faisons de 12 fois, vous voyez ce que nous pouvons avoir comme sous. Ça peut même aller au-delà de ce que certains pays donnent, offrent à nos médecins, à nos agriculteurs comme don. Donc il est temps que, tout en remettant en question certaines prises de position du docteur Mukwege, nous puissions voir, nous Congolais, ce que nous pouvons encore faire pour notre pays, afin de redonner de la dignité au nôtre. Il n'est pas normal qu'il se laisse soigner avec l'argent du sang. C'est ça l'enjeu. Si nous voulons jouir réellement de notre dignité, nous devons pouvoir rompre ce cordon ombilical et permettre aux nôtres d'être soignés avec l'argent de notre propre front, de la sueur de notre front. Mais vous pensez que, contre sa bonne foi, le docteur Mukwege ait pu être victime d'une certaine manipulation par ceux qui font du business humanitaire? Ce n'est pas exclu, monsieur Etienne Ngandou. Et encore une fois, il est important de connaître le mode opérationnel de ceux qui font le business humanitaire. Ils sont capables d'être à la fois pompiers et pyromanes. Et ils jouent souvent sur cette fibre-là. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et à la semaine prochaine. Merci bien M. Etienne Ngandou et à la semaine prochaine.